Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une réflexion qui nous a été fournie et qui, il faut le dire, Elle ne prend pas de gants. pas du tout. On va explorer un peu les fondations de notre société en se posant des questions assez vertigineuses. Oui, comme pourquoi on crée des hiérarchies, quel est le vrai coût de la richesse, du statut. Et surtout, est-ce que le savoir pourrait être la clé pour tout changer? C'est ça. La source qu'on a est un texte très singulier, un peu comme un manifeste, quoi. Oui, un manifeste qui dénonce le ridicule de nos constructions sociales. Tout en proposant une autre voie. Alors, décortiquons cette pensée qui est, disons-le, assez fascinante. Fascinante et radicale, c'est le mot. Il faut bien comprendre que l'auteur, lui, il ne s'embarrasse pas des nuances sociologiques habituelles. Ah non, c'est clair. On n'est pas face à une analyse économique classique, mais plutôt à un pamphlet philosophique. Une critique morale très, très frontale. Donc, l'objectif de notre discussion, c'est de suivre sa logique, de déballer les arguments un par un. Exactement, pièce par pièce, pour voir où il veut nous emmener. Et je vous préviens, sa destination est assez déstabilisante. Alors, ça commence fort, avec une figure qu'il nomme le rebelle de la société. Mais qu'il présente tout de suite comme un homme de raison. C'est ça, le premier paradoxe. C'est ce personnage qui regarde le jeu social de l'extérieur et qu'il le trouve absurde. Et son point de départ, c'est l'idée que l'humanité passe son temps à inventer des artifices superficiels. Juste pour que les gens puissent se distinguer les uns des autres. Et c'est là qu'arrive sa première idée vraiment contre-intuitive. Laquelle? Il suggère que la motivation première derrière tout ça, c'est la peur. La peur. La peur panique de l'égalité totale. Selon le texte, si tout le monde était parfaitement égal, cela, je cite, détruirait l'unicité de chacun. Attends, ça c'est un retournement de complet de la pensée habituelle. Complètement. On nous dit que la lutte pour l'égalité est un moteur de l'histoire, et là, il affirme que la lutte contre l'égalité en est un aussi. C'est précisément son argument. Que l'être humain casse volontairement cette égalité, Pour se sentir unique, oui, en créant des statuts, des classes. c'est fou comme idée. C'est le cœur de son argument initial. L'inégalité ne serait pas un simple accident, une conséquence malheureuse de l'économie. Mais une construction délibérée. Voilà. Une sorte de mécanisme de défense psychologique pour préserver une illusion d'identité. On accumule des richesses ou des titres, pas seulement pour le pouvoir. Mais surtout pour pouvoir se dire « je suis différent, je suis au-dessus ». J'existe. C'est presque existentiel en fait. Mais cette quête d'unicité, elle a un coût humain terrible, hein. L'auteur est très direct là-dessus. Ah oui, Il dit que ces statuts, en plus de créer des classes, ils permettent aussi de, et je reprends ces mots, un peu bruts, oui, de mépriser chaque individu qui n'est pas dans ce rang social. La distinction mène donc directement au mépris. et c'est là que le piège se referme en quelque sorte. Ce besoin de se sentir unique nous pousse à bâtir des systèmes qui, au final, Nous isole. nous isolent et nous opposent. L'auteur met vraiment le doigt sur un paradoxe tragique. En cherchant à affirmer notre valeur individuelle, on dévalorise les autres. Et donc on s'appauvrit tous, collectivement. C'est ça. La société entière serait bâtie sur cette névrose. Et si on tire ce fil, si on accepte ce postulat, on en vient logiquement à sa question qui est d'une simplicité presque enfantine. Mais cela sert à quoi? Exactement. Toute cette énergie, toute cette souffrance, pour maintenir des rangs sociaux, pourquoi faire au juste? Et la réponse, selon lui, est terriblement décevante. Ah oui. Il affirme que dans notre société, l'image et la prestance comptent plus que l'utilité du rang. On est obsédé par les apparences du pouvoir, pas par sa fonction réelle. C'est tout à fait ça. Un titre, une fortune, ça sert avant tout à être vu, pas forcément à être utile. Et c'est là qu'il a introduit un concept que je trouve très puissant. Lequel? Celui d'évolution instable. Il dit que si ces rangs sociaux servaient vraiment à élever l'humanité, À nous rendre meilleurs collectivement. on pourrait parler de progrès. Mais comme c'est pas le cas, on est coincé dans une sorte de surplace agitée, une évolution instable. J'aime beaucoup cette formule. Moi aussi, Elle décrit un mouvement qui ne mène nulle part, un progrès qui se tire une balle dans le pied. c'est une bonne image. On innove, on crée des technologies incroyables, mais tout cet édifice repose sur des fondations qui sont... Miné par la division. D'accord. En fait, cette évolution instable, c'est une sorte de dette sociale. Chaque avancée pour quelques-uns creuse le fossé pour les autres. Ce qui rend l'ensemble de plus en plus fragile. C'est comme vouloir aller plus vite en retirant des boulons de sa propre voiture. Ça marche un temps, mais... Ça finit mal. Il illustre ça avec la richesse d'ailleurs. Oui, Il dit que l'accumulation de richesse est une action positive pour celui qu'il devient,
mais un manque pour ceux qui n'ont pas accès. Le gain de l'un n'est pas neutre. Non, il est directement la cause du manque de l'autre. C'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu où la victoire de l'un dépend de la défaite de l'autre. Et si on applique ça à l'idée de progrès, ça veut dire que notre modèle d'évolution n'est pas un progrès partagé, mais un progrès qui se nourrit de l'inégalité qu'il crée. L'instabilité vient de là. Forcément. Un système qui produit en permanence de la frustration, du ressentiment, il peut pas être stable à long terme. Il est en tension constante. Toujours au bord de la rupture. C'est ça le moteur de notre évolution instable. Et son analyse de la richesse ne s'arrête pas là. Non. Il précise bien que la richesse n'est pas un mal en soi, surtout si on imagine un monde où tout le monde est comblé. C'est un point important. Ça évite une critique simpliste du genre « l'argent c'est mal ». C'est plus subtil. Il s'intéresse au mécanisme, à l'usage social de la richesse. Et c'est là que son propos devient vraiment explosif. Oui, on arrive à ce qui est sans doute l'affirmation la plus choquante du texte. Je crois aussi. Il écrit noir sur blanc que l'homme veut créer un manque volontaire pour casser l'union d'un peuple. C'est énorme. Il ne dit pas que le manque est une conséquence malheureuse, il dit que sa création est une intention. C'est une accusation gravissime, en effet. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit le prendre au premier degré ? C'est-à-dire, Est-ce qu'il parle d'un plan conscient, d'une sorte de complot des puissants, ou est-ce qu'il décrit plutôt un effet systémique, une logique perverse qui s'auto-entretient ? le texte ne le précise pas vraiment. Non, il laisse l'ambiguïté. Mais qu'on l'interprète comme une intention ou une conséquence, le résultat est le même. Oui, au final. Il conclut que séparer les gens de différentes façons n'est pas là une action positive de notre société. Le fait est que le système fonctionne en divisant. Exactement. Si tout le monde est comblé, comme il dit, l'échelle sociale basée sur la possession s'effondre. Le prestige ne veut plus rien dire. Plus rien. Le manque devient la condition nécessaire à l'existence même de la hiérarchie. Pour qu'il y ait un haut, il faut bien qu'il y ait un bas. La richesse, dans cette optique, c'est l'instrument principal qui maintient cette architecture sociale. Voilà. Elle fonctionne en maintenant les autres dans un état de besoin, réel ou relatif. La division n'est donc pas un bug du système. C'est sa fonctionnalité principale. C'est exactement ça. Toute cette déconstruction d'un système qu'il juge absurde l'amène à un point de rupture, à une question qui semble le hanter, vraiment. Ah oui, on le sent. Il se tourne vers le savoir et il demande « Comment se fait-il que le savoir est toujours difficile d'accès avec toutes les évolutions technologiques ?» On sent une vraie incompréhension, presque de la colère. Oui. Un savoir profond, structuré, qui permet réellement de comprendre le monde, ça reste un marqueur social très fort. Il ne comprend pas pourquoi on perd du temps avec ce problème. Pourquoi on n'arrive pas à partager la connaissance, à tout à chacun, sans distinction de classe ? Mais si on suit sa logique depuis le début, la réponse est peut-être terrifiante. C'est-à-dire ? Si le but du système est de créer des distinctions, alors le savoir ne serait-il pas l'outil de distinction par excellence ? Ah, Le garder difficile d'accès serait donc parfaitement logique dans ce cadre de pensée. c'est la conclusion la plus cohérente avec son raisonnement, c'est vrai. Le savoir est peut-être maintenu comme l'ultime rempart, l'ultime statut artificiel. C'est une idée terrible. Pensez-y. Si le savoir devenait vraiment et facilement accessible à tous, il agirait comme un égalisateur surpuissant. Il donnerait à n'importe qui les outils pour analyser, pour critiquer. Et finalement, pour remettre en cause les hiérarchies basées sur la naissance ou l'argent. Ça s'appairerait complètement le jeu de la prestance et de l'image. Bien sûr. La compétence et la compréhension réelle prendraient le pas sur le statut hérité ou acheté. Donc, en gros, maintenir une forme d'élitisme de la connaissance serait une stratégie de survie pour le système qu'il dénonce. Je ne dirais pas forcément une stratégie consciente, un plan, D'accord. mais plutôt comme une résistance structurelle du système. Un système fondé sur l'inégalité se défend, en quelque sorte, instinctivement contre ceux qui pourraient le dissoudre. Et le savoir universel serait comme un acide ? Un acide incroyablement corrosif pour les hiérarchies arbitraires. C'est peut-être ça que le système, consciemment ou non, cherche à éviter à tout prix. Heureusement, il ne nous laisse pas sur ce constat qui est assez déprimant. Non, Face à ce qu'il perçoit comme un immense gâchis, il propose une porte de sortie. Sa conclusion est simple. très simple. Si le savoir devenait accessible gratuitement et facilement, cela conduirait l'homme et la femme vers un meilleur avenir. C'est son grand espoir. Le levier pour enclencher une autre forme d'évolution. C'est une proposition qui, sous son apparente simplicité, est
Révolutionnaire. En quoi? Il ne propose pas une nouvelle politique économique ou une révolution violente, il propose une révolution par la connaissance. L'idée, c'est que si tout le monde a les mêmes outils intellectuels, La compétition ne se fera plus sur des statuts artificiels, mais sur les idées, les créations, les contributions réelles. et ce qui est intéressant, c'est qu'il anticipe l'objection. Oui, il sent qu'on va lui dire que c'est une utopie. Exactement. Alors il insiste, il dit « Je ne suis pas utopiste, mais réaliste ». Pourquoi c'est si important pour lui de se qualifier de réaliste? Je pense que pour lui, le réalisme ne réside pas dans la facilité politique de la mise en œuvre, mais dans la faisabilité technique. Ah, d'accord. Et sur ce point, il a raison. Les outils existent, Internet, les plateformes d'apprentissage, l'open source. Techniquement, la diffusion universelle du savoir, c'est à portée de main. Le seul obstacle n'est pas matériel. Non, il est idéologique. C'est notre attachement collectif à ce jeu des statuts, à cette volonté de maintenir des barrières. C'est en ce sens qu'il est réaliste. Le potentiel est là, il suffirait de décider de l'activer. Donc si on résume ce parcours de pensée assez intense, Oui. on part d'un rebelle qui voit que nos sociétés sont fondées sur une peur de l'uniformité. Ce qui nous pousse à créer des statuts artificiels. Ces statuts génèrent une évolution instable basée sur le manque et la division. Et la seule issue, la seule évolution stable possible, passerait par la libération totale du savoir. Alors, au fond, quel est le message central? Le message central, c'est qu'on est prisonnier d'une contradiction fondamentale. Notre quête légitime d'unicité nous a conduit à bâtir des systèmes qui nous divisent et nous affaiblissent. Et il nous propose de changer de logiciel. C'est ça. D'arrêter de fonder notre unicité sur ce que l'on possède et qui nous sépare des autres, pour la fonder sur ce que l'on sait, ce que l'on comprend, Et ce qu'on peut apporter au collectif? passer d'une identité d'exclusion à une identité de contribution. C'est une perspective radicalement différente, ce qui laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse, je trouve. Oui, Le texte suggère qu'on s'accroche à ces barrières. Alors, imaginons, si demain, par un coup de baguette magique, le savoir devenait vraiment libre et totalement accessible pour tous. Quel serait le premier rang social artificiel à s'effondrer? Et surtout, par quoi de plus utile pourrait-on bien le remplacer?